Vous connaissez probablement cette sensation de quand vous vous réveillez le matin et c'est la routine. Tous les jours, le même café, le même métro, les mêmes collègues. Ce moment où cette perpétuelle boucle qu'est votre existence vous plonge dans un nihilisme brumeux, sans aucune lueur à l'horizon. Et vous commencez à fantasmer, à contempler vos options pour sortir de ce cycle. Soit demain, vous avez le courage de tout plaquer et partir à l'autre bout du monde avec un sac à dos, pour ne faire qu'un avec la nature et vous réconcilier avec le monde. Option 2, vous détournez un avion en fait pour demander une rançon de 200 000 $. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous l'histoire de Dan Cooper qui, en 1971, à la veille de Thanksgiving, a décidé de choisir entre les deux. Et bordel, l'immense mais masterclass de détournement d'avion qu'il nous a faite. Bon, détourner un avion, vous connaissez. Enfin non, j'espère pas, mais vous avez généralement une idée de comment ça se passe. Un gars se ramène avec des armes en douce, il menace les passagers. Et ben pour Cooper, ça c'est nul. C'est le niveau 0 de la piraterie de l'air. Lui, Cooper, il est au-dessus. Dan Cooper, lui, arrive dans un avion à destination de Seattle sapé comme un beau gosse. En costard cravate, avec des lunettes de soleil et une bombe dans une mallette. Il s'installe comme si de rien n'était, et une fois que l'avion décolle, il donne une petite note à l'hôtesse de l'air qui dit « J'ai une bombe et j'aimerais que vous vous asseyez à côté de moi. » Pire plan drague, vraiment, n'essayez pas. Donc l'hôtesse, qui passe pas sa meilleure journée à ce moment-là, s'assoit à côté de lui et voit effectivement qu'il a une mallette remplie de bombes. Cooper profite qu'elle soit juste là pour lui dire très explicitement ses intentions, qui sont « J'aimerais 200 000 $, 4 parachutes, et quand on atterrira à Seattle, faudra refaire le plein de l'avion et aller à Mexico City. Sinon, je finirai le travail. » Bon, naturellement, à ce moment-là, l'hôtesse de l'air, elle va prévenir. Les pilotes qui préviennent. L'aéroport qui prévient. Les autorités qui préviennent. Le FBI qui prévient. Personne, c'est faux, ça s'arrête là. Par contre, personne prévient les passagers. C'est pas une blague, genre eux, ils vivent leur meilleure vie dans l'avion, sans avoir aucune idée de ce qui se passe. Les autorités locales contemplent la situation, elles se rendent compte que elles ont pas vraiment le choix, il faut donner l'argent à Cooper, sinon des innocents risquent de mourir. Elles prennent donc des billets d'une banque à Seattle et vont chercher des parachutes dans une école de parachutisme pas très loin de l'aéroport. Pendant ce temps-là, l'avion fait des tours au-dessus de l'aéroport alors que les passagers ne se doutent de rien. L'avion finit enfin par atterrir à Seattle avec 2 heures de retard. Immédiatement, on donne les parachutes et la rançon à Cooper, et vu que Cooper c'est visiblement un gars super sympa, il autorise tous les passagers et 2 hôtesses de l'air à descendre. Vous aussi, devenez altruiste grâce à ces astuces simples. Pensez à ce que ressentent les autres, soyez à l'écoute de vos proches, et bien évidemment laissez sortir les passagers quand vous détournez un avion. Alors, techniquement, jusque-là, tout est parfait. Cooper a obtenu tout ce qu'il voulait sans semer la moindre panique. Mais maintenant qu'il est à Seattle, il peut pas juste se casser avec l'argent sans passer outre la horde de policiers qui l'attend dehors. Et justement, c'est pour ça qu'il avait demandé à ce que l'avion refasse le plein d'essence. Et il explique directement au pilote qu'il veut qu'on l'emmène à Mexico City. Tout de suite. Genre là maintenant. Clairement, il a une furieuse envie de dépenser ses 200 000 $ en tacos. Mais il demande aussi à ce que les lumières de l'avion soient éteintes, qu'il vole en dessous de 3 km d'altitude et que l'escalier arrière soit déployé en vol. Là, les pilotes lui disent « Alors non, on va pas aller de Seattle à Mexico City en un trajet comme ça, c'est pas possible. Il faut qu'on s'arrête pendant le chemin parce que juste les avions ne peuvent pas faire cette distance. Et pour l'escalier, non, on va pas voler avec l'escalier ouvert. Enfin... Quoi ? Du coup, Cooper dit ok, on s'arrête en chemin. Mais je veux qu'il y ait une hôtesse de l'air qui reste avec moi pour m'apprendre à ouvrir les escaliers en l'air pendant le vol. Les pilotes redoutent le pire encore une fois et sont contraints d'accepter. Mais il y a quand même 2 avions de chasse qui escortent l'avion. Au cas où. L'avion décolle et quelques minutes plus tard, Cooper demande à l'hôtesse de rejoindre les pilotes dans le cockpit et de ne plus revenir avant nouvel ordre. Quelques heures plus tard, l'avion s'arrête en chemin pour faire le plein. Et là, les pilotes se rendent compte que Cooper n'est plus dans l'avion, en fait. Genre on sait pas où il est. Ah et aussi les escaliers arrière sont déployés. Le gars a sauté de l'avion avec les parachutes et la rançon sans même que les pilotes s'en rendent compte. Est-ce que le gars viendrait pas de faire une masterclass ? Trouver une personne disparue peut s'avérer être une tâche beaucoup plus compliquée que prévu. D'autant plus quand la personne a sauté d'un avion de 3 km d'altitude en pleine nuit et qu'on n'a qu'une vague idée de la zone de saut. En fait, on sait pas exactement quand Cooper aurait sauté de l'avion parce que les hôtesses et les pilotes étaient dans le cockpit. Alors ce qui est logique, parce que si les pilotes sont pas dans le cockpit, l'avion il tombe. Mais du coup, ils ont rien vu du tout. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des secousses causées par l'escalier qui s'ouvre. Mais vu qu'il est resté ouvert jusqu'à la fin du vol, ça laisse une trop grande fenêtre de tir. Les 2 avions de chasse qui escortaient l'avion n'ont rien vu du tout, ce qui est logique, vu que c'était la nuit noire. Le gars a laissé quasiment aucun indice, à part une cravate, quelques mégots et 2 autres parachutes. À chaque fois qu'il donnait un mot écrit à une des hôtesses, il demandait à le récupérer, ce qui fait qu'il a laissé aucune trace écrite, à part son billet d'avion. Tu sais que c'est le genre de gars, quand il va aux toilettes, il les laisse encore plus propres que quand il est rentré. Mais malgré ça, le FBI, ils ont pas de temps à perdre. Ils vont pas se laisser avoir par un petit pirate de l'air de merde. Donc ils envoient la masse d'avions, d'hélicos et de troupes au sol pour scruter tout le périmètre. Et ils trouvent que dalle. C'est un paysage montagneux avec de la forêt, on est en plein novembre, la météo est pourrie. C'est la merde pour le FBI en fait. Mais
ils ont plus d'un tour dans leur sac. En fait, l'argent qui a été donné à Cooper, c'est de l'argent qui avait été prévu justement pour ce genre de situation. La banque avait 250 000 $ de billets en réserve, dont les numéros de série avaient justement été relevés en avance, au cas où quelqu'un les demandait en rançon. C'est-à-dire que si Cooper, là, dans les montagnes, décide de s'acheter un tacos, il suffit que quelqu'un remarque le numéro de série sur le billet et se dise « Eh, mais attends, mais c'est Cooper !» Il le dénonce aux autorités et il gagne 25 000 $ de récompense. Pas Cooper, le vendeur, du coup, bien sûr. Logique. Évidemment, il ne suffira que de quelques jours pour que quelqu'un trouve un premier billet. C'est faux. Personne n'a rien trouvé pendant 10 ans. Et comme si le FBI n'avait déjà pas assez le seum, la seule personne qui a trouvé quelque chose, c'est un enfant de 10 ans qui s'amusait à faire des châteaux de sable sur la plage. C'est vrai. Le 10 février 1980, presque 10 ans après l'incident, Brian Ingram a 8 ans et il trouve 6 000 $ de billets enfouis dans le sable. Ses parents, heureusement, connaissent l'histoire de D.B. Cooper et foncent prévenir le FBI. Et effectivement, il s'agit de billets de Cooper. Par contre, impossible de comprendre comment les billets se sont retrouvés là. Ils sont à presque 30 km de la zone de saut, c'est beaucoup trop loin. En plus, les billets ont l'air en trop bon état pour avoir été enterrés il y a 10 ans. Est-ce que Cooper aurait survécu et enterré les billets ici plus tard ? Je sais pas. En fait, on sait quasiment rien sur Cooper. On n'a aucune idée déjà d'où il vient, mais le mec a quand même l'air d'avoir de l'expérience. Par exemple, le fait qu'il a demandé 4 parachutes laissait entendre qu'il comptait prendre quelqu'un en otage. Ça a fait que les autorités ne pouvaient pas se permettre de piéger les parachutes parce qu'elles voulaient pas mettre la vie d'un innocent en jeu. Pourtant, parmi les 4 parachutes qui lui ont été donnés, il y en avait un vieux et un défectueux. C'était juste une erreur, donc quand même assez grave, mais une erreur. Et c'est ces deux-là que Cooper a pris pour sauter. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu sautes en parachute, t'en as toujours un principal et un de secours. On pourrait penser qu'il a choisi les 2 parachutes nuls parce qu'il est con, ou alors, peut-être que c'est parce qu'il a un passé militaire. En fait, les 2 parachutes étaient souvent utilisés dans l'armée, donc peut-être qu'il était content, il était en mode « Ah, trop bien, c'est mes parachutes, mais je vous kiffe les gars, ça fait des années !» Et il y a d'autres éléments qui sous-entendent cette théorie. Pendant qu'il survolait l'aéroport de Seattle, Cooper a mentionné une base militaire située pas très loin, où il pouvait aussi atterrir. L'avion qu'il a choisi de détourner, c'est un Boeing 727, et cet avion était utilisé par la CIA pendant la guerre du Vietnam. Peut-être que ça explique pourquoi il avait l'air de plutôt bien connaître l'avion. Et puis quand l'hôtesse lui a demandé « Mais pourquoi tu fais ça en fait ?» Il lui a répondu « Je n'ai de la rancœur pour personne en particulier. J'ai juste de la rancœur. » Là, on est face à un mec qui a soit un lien avec la CIA, soit un passé militaire. Clairement, là, on n'est pas face à un random qui vole des choupa choups à la boulangerie du coin. Le mec, il sait ce qu'il fait quand même. Ce qui donne des pistes assez intéressantes quand il s'agit de trouver des suspects potentiels. Est-ce que Cooper est mort ? Genre pas aujourd'hui, mais pendant le saut. Parce que c'est aussi une hypothèse. Le gars a quand même sauté d'un avion avec 2 vieux parachutes, dont un défectueux, dans la nuit noire en plein novembre. Pour de vrai, le fait qu'il soit mort, c'est limite plus plausible que l'inverse. Peut-être qu'il s'est juste écrasé au sol ou noyé dans l'eau glaciale d'un lac en dessous. Et pourtant, ça n'explique pas les billets qui sont retrouvés enterrés à 30 km de là, ou le fait qu'après le détournement, aucune personne n'a été portée disparue. Le FBI a préféré partir du principe que Cooper avait survécu, et a dressé une liste de plein de suspects. Bon, je rappelle que le gars, sur son billet d'avion, il avait dit qu'il s'appelait Dan Cooper. Au début, le FBI pensait que c'était son vrai nom, donc un des premiers suspects, c'était un gars qui s'appelait D.B. Cooper. Alors le gars s'est rapidement fait écarter de l'affaire, en fait il avait rien à voir avec ça, mais son nom s'est retrouvé dans la presse, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on tape D.B. Cooper sur Google, c'est ce nom-là qui est resté dans l'imaginaire collectif. Quant au nom, ou au pseudo, du coup, que Cooper a marqué sur le billet d'avion, c'est peut-être tiré d'une BD canadienne. On ne sait pas. Moi, je serais allé jusqu'au bout, j'aurais choisi une BD moins obscure, genre... Boulet Bill, c'est bien Boulet Bill. Mais parmi les suspects qui ont été retenus, il y en a quelques-uns qui méritent quand même qu'on se penche sur leur cas. Numéro 1, Robert Rackstraw. Déjà, le gars était parachutiste à l'armée. Et il savait aussi faire des bombes. Il avait un long casier judiciaire et il s'était fait renvoyer de l'armée juste avant le détournement. C'était peut-être ça la rancœur dont Cooper parlait. Mais le truc, c'est qu'il avait 28 ans au moment de l'incident. Et les hôtesses de l'air ont décrit Cooper comme étant bien plus âgé. Numéro 2, Kenneth Christensen. Kenneth a été suspecté après que son frère a marqué des similitudes entre lui et D.B. Cooper. Le gars avait été parachutiste pendant la Seconde Guerre mondiale, puis avait bossé pour une compagnie aérienne. Il était gaucher, ce qui était probablement le cas de Cooper, parce que la cravate qu'il a laissée à bord avait une épingle attachée par la gauche. En plus, juste avant sa mort, il aurait dit à son frère « Il y a quelque chose que tu devrais savoir, mais je ne peux pas te le dire. » Mec, on chie tous dans la douche, ok? Y a pas de... Pour couronner le tout, après sa mort, il s'est avéré qu'il avait 200 000 $ dans son compte en banque. Mais apparemment, ce serait de l'argent qu'il a gagné en vendant des terrains. Et une des hôtesses de l'air a dit que le vrai Cooper avait plus de cheveux, ce qui est confirmé à peu près par les portraits robots.
Numéro 3, Richard McCoy. Ce type-là, il a fait exactement le même détournement un an après. Les notes glissées aux hôtesses, le faux nom, les cas de parachute, la rançon et puis le délire de sauter des escaliers arrière de l'avion en plein vol. Sauf que lui, il s'est fait choper même pas 2 jours après son atterrissage en parachute, il avait que 29 ans, il a oublié de récupérer une des notes qu'il a données à l'hôtesse, et surtout les hôtesses de l'affaire Dan Cooper sont convaincus que c'était pas lui. Si ça se trouve, c'était juste un bon gros plagieur de merde qui avait entendu parler de DB Cooper dans la presse et qui s'est dit mais je vais faire la même chose, et au final qui a fait un truc beaucoup plus nul que l'original. Numéro 4, Duane Weber. Duane Weber, lui, a annoncé à sa femme un an avant sa mort « Je dois te dire un secret. Je suis Dan Cooper. » Bah c'est bon, c'est bouclé. Sa femme a affirmé avoir trouvé un sac d'argent ressemblant à celui que Cooper aurait récupéré pour la rançon. Son mari faisait apparemment des cauchemars dans lesquels il laissait des empreintes digitales sur, je cite, l'escalier arrière. Celui-là qui est honnêtement un classique, moi je l'ai toutes les semaines, un peu comme les dents qui tombent tout le temps. Tout le temps, je rêve de ça, moi. Weber se serait rendu à l'endroit où on a trouvé les billets un an avant leur découverte. Il a la même morphologie, c'était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, il avait un long casier judiciaire, il avait 47 ans au moment des faits. Oui, non, mais là, c'est lui, du coup, c'est bon. Mais aucune des analyses ADN de Weber n'a matché avec celle de Cooper. En même temps, il a laissé tellement peu d'indices derrière lui qu'on sait même pas si c'est son ADN qui a été récupéré. En fait, les mégots que Cooper avait laissés, qui étaient clairement la meilleure source, en fait, la source la plus fiable pour checker ça, ont été perdus avec le temps. FBI, fiable, mais bon, faut pas nous imposer des emplois du temps pareils, quoi, parce que... Bon, par contre, après, à part la mythomanie, pas moyen d'expliquer l'aveu qu'il a fait à sa femme. Et encore, quand t'es mytho, c'est pour voir la réaction des gens. Donc, je sais pas si raconter des bobards sur ton lit de mort a un quelconque intérêt. Numéro 5, Will Smith. Non, William Smith. Le gars correspond à la morpho et à l'âge de Cooper. Il avait de l'expérience en parachutisme et un passé militaire. Il bossait dans l'industrie ferroviaire jusqu'à un an avant le détournement, quand son entreprise a mis la clé sous la porte, ce qui lui a fait perdre la retraite malheureusement. Auquel cas, ça pourrait avoir motivé son envie de détourner un avion. Perdre sa retraite ? Détourner un avion. D'autant plus que la connaissance des réseaux ferroviaires aurait pu lui être très utile quand il s'agit de filer en douce dans un train après son atterrissage en parachute. Mais surtout, le mec lui ressemble beaucoup trop, et particulièrement au portrait robot d'une estimation d'un Cooper plus vieux. Mais le gars habitait hyper loin alors que Cooper, visiblement, connaissait quand même plutôt bien la zone du détournement. Bon, après, c'est quand même un peu un argument de merde, il suffit d'étudier une carte ou d'être bon en géo. Surtout qu'il y a quelques années, des chercheurs ont fait des analyses microscopiques de la cravate de Cooper, dans laquelle ils ont trouvé des particules métalliques rares à l'époque, qui se retrouvaient pas facilement sur le costard de n'importe qui. Ça suggère que Cooper travaillait probablement dans un endroit où ces particules se retrouvaient fréquemment, comme dans l'industrie ferroviaire par exemple. Le FBI a récemment décidé de classer cette enquête sans suite, ce qui est d'ailleurs une première pour un détournement d'avion. D'habitude, ils retrouvent toujours le coupable, ce qui donne à cette histoire un côté un peu légendaire, surtout dans la culture américaine. Elle a inspiré des docus, des BD, des romans, des films. Cooper est mentionné même dans des musiques. Et même dans Loki, c'est la ref la plus évidente en ce moment, il fallait que j'en parle. Et en même temps, c'est compréhensible. Le peu d'indices que Cooper a laissé derrière lui complique de ouf l'enquête, et ça laisse beaucoup de place à l'imagination. C'est littéralement un scénar digne d'un film, mais qui s'est passé dans la vraie vie, et dont on connaît toujours pas la fin. Le mec a quand même sauté d'un avion en plein vol en costard-cravate avec 200K et on l'a jamais retrouvé. Il a réussi à faire son coup sans blesser personne, et ça a foutu la honte au FBI pendant des décennies. Enfin, peu importe tes intentions, faut avouer que c'est quand même la turbo-classe. Et c'est vrai que c'est triste qu'on sache pas si Cooper a survécu, ou s'il est mort écrasé au sol, mais... Bon, faut pas oublier que l'affaire date de 71. À un moment, faut savoir conclure. The description on one wire service, master criminal. D'ailleurs, en parlant de conclusion, cette vidéo touche à sa fin. C'est la première fois que je fais un format long comme ça. Normalement, il devrait y avoir d'autres épisodes, donc abonnez-vous si vous voulez ne rien louper. Si vous avez des retours ou des sujets dont vous aimeriez m'entendre parler dans les prochains épisodes, n'hésitez pas à les dire en commentaire, je vais les lire avec plaisir. Je me suis aussi amusé un peu avec le décor, alors dites-moi si ça vous a plu ou si vous voulez que je tourne les prochains dans ce décor-là, parce que les deux sont possibles. Et à part ça, j'ai honnêtement aucune idée de comment finir la vidéo, donc je vous propose de sélectionner un abonné aléatoirement parmi vous, qui va recevoir une petite notif et qui va du coup en direct devoir finir la vidéo à ma place. Attention, c'est parti. Harvey le renard. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain, c'est encore ta cousine qui m'a abonné à des conneries là. Putain, c'est quoi? C'est Harvey le renard. Il faut terminer la vidéo de Harvey le renard. Bah, je le fais? Ouais. Bon, bah,
salut tout le monde, abonnez-vous, quoi, si vous avez aimé, genre, allez-y, n'hésitez pas. Puis voilà, j'aime, comment, ça me fait chier.